Bonsoir chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce rendez-vous Horizon Sport avec nos invités, des invités avec lesquels ou avec qui nous aborderons des principaux sujets, notamment la course de l'espoir, l'édition 2019 qui s'est déroulée, le défi sécuritaire qui a été relevé et bien entendu le défi sportif tout aussi avec donc deux vainqueurs chez les dames et chez les messieurs. Nous aurons l'occasion de revenir amplement sur cette course de l'espoir qui s'est un peu plus internationalisé malgré donc les menaces sur la sécurité autour de cette compétition. On parlera tout aussi de la Ligue de football professionnel du Cameroun de long en large et bien entendu des championnats Ligue 1 et Ligue 2 rendus à leur 6e journée. C'était le week-end, c'était tout au long de la semaine avec les différents résultats enregistrés, les résultats sur lesquels nous reviendrons dans cette édition, tout comme nous parlerons d'un international camerounais qui a été au cœur de la polémique pendant un certain temps, mais qui depuis semble plutôt bien se porter du côté de l'Italie, tout comme d'autres internationaux camerounais. Et enfin, on évoquera les Lions indomptables du Cameroun avec donc le ministre des Sports qui a visité ces Lions, qui prépare l'expédition de la France en rapport avec la Coupe du Monde de football féminin prévue dans quelques mois. Pour parler de tout cela, nos invités présents sur ce plateau, le secrétaire général de la Ligue de football professionnel, de la Ligue de football régionale du littoral, voilà, Monsieur Mathieu Nathalie Njok, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Eric Massa Djomo, bonsoir aux charmants téléspectateurs de cette très grande émission et bonsoir aux co-panélistes. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans ma nouvelle casquette. Ma nouvelle casquette. Voilà. Casquette, casse-tête, ça se lit. Allez, merci Mathieu d'avoir accepté cette invitation. Nous recevons tout aussi donc Yves Désiré Kouala qui était dans le comité d'organisation de l'ascension du Mont Cameroun. Je ne voudrais pas rappeler ses casquettes un peu plus en bas au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Yves Désiré Kouala, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir Martial Djoro, bonsoir à tous les co-panélistes que vous allez présenter plus tard. Bonsoir à Nathanaël. Bonsoir à votre fan club que vous avez du côté de Bonaberry et bonsoir à toute votre équipe technique. J'espère que nous allons passer d'agréables moments durant cette émission. Allez, on salue le fan club. Allez, on dit bonsoir et bienvenue à Mister Vassilou Cécémé Olivier. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bon vendredi. Vendredi, il est radieux. Donc, je voudrais dire bonsoir aux co-panélistes et bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Clément Zeko, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir co-panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais, avec votre permission, me rendre en Gaoundéré pour souhaiter un essai par anticipation à Boni Zeko, île de Helena. Il y a Zeko. Voilà, il y a Zeko. On a compris. Alors, messieurs, parlons de l'ascension du Mont Cameroun, l'édition 2019 qui s'est finalement tenue contre vents et marées, on pourrait le dire ainsi. Une édition qui était au centre de pas mal de craintes et aussi de beaucoup d'attention, mais qui, au finish, a consacré des champions, mais surtout qui, au finish, s'est déroulé sans heurts du côté de Buea, dans Buea, la capitale régionale du Sud-Ouest, qui est en proie à une tension extrême dans le cadre de la crise anglophone. La course de l'espoir s'est bel et bien tenue et c'est pratiquement le principal à retenir. Suivons ce reportage qui est signé de Xavier Foka. 4h45. C'est le temps qu'a mis Eric Mbatia pour dompter le char des dieux et écrire son nom pour la 3e fois de son histoire dans l'histoire de la course de l'espoir. Un record bien loin des 4h30 de son prédécesseur Godlove Gapsibouin, ou de ses propres records de 4h26 en 2014 et de 4h29 en 2011. Le podium de cette 24e édition est complété par un novice, Ali Mohamedou, et le vainqueur de l'édition 2018, Godlove Gapsibouin. Chez les dames, Tata Karine réédite son exploit de l'édition précédente en remportant celle de cette année. Malgré la forte militarisation de la zone, l'incertitude sécuritaire dans la région du Sud-Ouest et la peur des participants
ont anéanti l'ambiance festive appréciée lors des éditions précédentes. Sur les 500 athlètes enregistrés, seuls 241 ont pris part au départ de la course. Certains ont été recalés après des tests médicaux, d'autres ont simplement répondu aux abonnés absents, a expliqué Michel Kolo, directeur technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Malgré les menaces sécessionnistes et l'appel au boycott lancé par les activistes, la 24e édition de la course de l'espoir s'est déroulée avec un impressionnant déploiement des éléments du bataillon d'intervention rapide. Et au-delà de ce bataillon, on note que le dispositif sécuritaire était particulier, mais le plus important, Yves-Désiré Kwala, c'est que cette course ait pu se tenir, c'est que malgré toutes les menaces, malgré tout ce qui a été dit autour de l'événement, eh bien que l'événement ait pu se tenir sans heurts enregistrés. Oui, mais moi sans hésiter, je dois vous dire que ça a été la première satisfaction, pour ne pas dire première victoire. Parce que tout le monde avait peur de ce que cette édition ne se tienne pas. Il y a des athlètes internationaux, il y a des annonceurs qui ont été, une semaine d'événements qui nous ont qui ont décliné leur participation. On a eu vraiment peur. Mais elle s'est tenue et je pense que ça a été la première victoire pour nous, qu'elle se soit tenue. Il y a beaucoup de gens qui étaient un peu sceptiques par rapport à une semaine avant ce qui s'est passé dans la zone de Kumba, où le premier, généralement chez nous, le chef de terre de la région du sud-ouest a été attaqué. Et tout le monde s'est dit, si lui il est attaqué, du gouverneur, si lui il est attaqué, ça veut dire que nous, on est beaucoup plus en proie. Qui sommes-nous en fait? Nous sommes plus en proie à d'autres attaques. Donc beaucoup de gens étaient très sceptiques. C'est à circuler sur les réseaux sociaux de ce qu'elle n'aura pas lu cette édition. Mais je pense qu'elle a eu lieu. J'ai entendu partout, on a dit qu'elle a été militarisée, elle a été ceci. Et je n'aime pas beaucoup me comparer à d'autres fédérations telles que celle de football. On sait tous que les matchs se jouent à Bamenda. Vous avez Youth Sport Academy. Les clubs littoral, certains de Douala, reçoivent le match à Limbé. On est au courant de cela. Et on s'est dit, le sport est loin de toutes les revendications de ces gens. Donc, en dehors du fait que cette édition soit tenue, malgré toute la psychose qu'il y a eu autour, la deuxième chose pour nous, c'est qu'on a fait penser, on a fait comprendre aux gens, on a fait peut-être rêver, on a fait miroiter aux populations du sud-ouest Eudeboya. On leur a redonné un certain espoir. Parce que lorsqu'on a lancé le premier, qui était Mbacha Eric, au niveau de Opafam, on était surpris de voir tout ce qu'il y a eu comme affluence, tout ce qu'il y a eu comme masse populaire, au niveau des les images même qu'on voit en ce moment. Sur ces images, on peut voir. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Nous avec, une population qui est sortie le long de Opafam au Moliko Stadium. Je dis que tout le monde est sorti malgré la peur et on a fait penser aux gens de Buea, on a fait croire aux gens de Buea, on les a rassurés, on les a fait encore rêver de ce que vous avez encore le droit de revivre certaines choses qui sont les vôtres. Donc pour nous, en gros, on va dire satisfaction de manière générale. Mais satisfaction, on va aussi noter que voilà, l'un des points sombres, c'est la participation clairement ou grandement revue à la baisse pour cette édition 2019. Et c'est aussi ça l'impact de tout ce qui s'est dit avant l'événement. Oui, on va se leurrer, c'est clair et net. Parce que moi, je vais vous dire que j'ai eu la délégation du littoral, dont je suis le secrétaire général, qui a eu du mal à partir du collège Alfred Sacker pour rallier la ville de Buea. Et quand je leur ai dit, allez à Bikoko, il y a une escorte qui vous y attend, c'est là où ceux qui étaient présents, ils sont allés. On n'allait pas non plus venir devant les médias et vous dire, écoutez, à Bikoko, il y aura une forte escorte, parce qu'en fait, c'est des stratégies militaires. Donc le ministère de la Défense nous a dit, écoutez, il y aura ça comme garantie, et on n'allait pas non plus nous mettre devant les médias et vous dire, écoutez, il y a ça qui est rassuré, qui est garanti. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire, c'est qu'on leur a envoyé des messages, on l'appelait, on disait, venez à Saker et on ira à Bikoko. À Bikoko, il y a eu une escorte. Les athlètes de l'Ouest ont eu le même problème. Moi, je vais vous dire, le Nord-Ouest, pour cette année, on n'a pas eu 45% de la masse athlétique participante de la région du Nord-Ouest, parce qu'en fait, ils ont été bloqués à un niveau. Parce que je pense que les gens se sont rendus compte, ceux-là qui ne voudraient pas qu'il y ait l'événement se sont rendus compte qu'ils passaient par là, ils ont bloqué certains des bus. Mais je veux dire que dans l'ensemble, le fait qu'on attendait au départ 520 athlètes,
On en a eu, j'ai entendu dans le portail, 241, ce qui n'est pas très exact. On en a eu à peu près plus de 300, il faut le dire, avec 6 pays étrangers, qui certes n'étaient que des pays africains, parce que les États-Unis, la France, Azerbaïdjan, leur agence consulaire leur ont demandé de ne pas rallier Buea parce que c'est pas sécurisé du tout. Bon, on a pu faire l'événement. J'ai lu dans certains réseaux sociaux, les gens étaient en train de dire, on a montré l'image du ministre, et je dis, celui qui sait bien lire, enfin interpréter une image, se rend compte que le ministre regarde celui qui lui fait la photo. Ça veut dire qu'il sait qu'on est en train de faire une photo. Et j'ai dit à quelqu'un, le ministre représente le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est une institution qui se doit d'être sécurisée. Donc cela va sans dire qu'il devrait être protégé comme il était protégé. Le ministre en gilet pare-balles, peut-être la retrouverons-nous. Mais pour développer là-dessus, peut-être, loin de toute polémique, peut-être, Vassili Sissimé, le plus important, c'est que finalement, cette course ait pu se tenir, cette course internationale. Oui, la course a pu se tenir au-delà de tous les sceptiques. Et vendredi dernier, on le disait, que effectivement, les mesures sécuritaires ont été prises pour que la course ait lieu. Et voilà, elle a eu lieu. Maintenant, sur le plan statistique, au niveau des performances, on peut se rendre compte que, comme l'atmosphère était un peu tendue, on n'a pas fait un très beau temps, parce qu'on a fait 4... On n'a battu aucun record. Voilà. Donc, mais l'essentiel est là. On le disait qu'au niveau des activités sportives, culturelles, festives qui devaient entourer l'arrivée, n'est-ce pas, des coureurs, cela devait prendre un coup parce qu'effectivement, il y avait cette menace des sécessionnistes, il y a ce climat de tension qui était là. Mais au finish, il faut féliciter les organisateurs et il faut également se féliciter parce que nous avons dit aux Camerounais que le sport est là pour unir. Ceux qui viennent compétir n'ont rien à voir avec des batailles. Ils sont là pour un temps. Et puis, cette ascension qui a une identité que le monde entier connaît parce qu'elle a une appartenance au char de Dieu, donc forcément à la localité de Buea, cela a été un gâchis que cette appartenance soit déteinte parce qu'à un moment donné, on a laissé de côté l'intérêt de la patrie pour, n'est-ce pas, faire valoir certains d'autres intérêts qui vont déteindre effectivement à ce que les Camerounais ont de plus cher. Donc, c'est vrai, au niveau de l'affluence, on est à plus de 300 athlètes. Au niveau du record, il n'a pas été battu. Mais il faut... 300 qui est un nombre relativement bas comparativement à l'affluence en termes de participation lors des années antérieures. Oui, ben, il faut être clair. Il faut être clair que Yves Désiré Kwala le disait. Vous savez, sécuriser une compétition n'est pas seulement lorsqu'il y a des tensions. Lorsqu'on va dans un terrain de football, on le voit au quotidien. On a un dispositif sécuritaire qui amène, selon des responsabilités, certaines personnes à ne même pas s'occuper du match. Ils ont le dos tourné au stade et ils regardent la tribune pour, n'est-ce pas, éviter des débordements. On l'a vu, on a vécu à un moment donné une CAN assez désastreuse où une délégation togolaise a reçu les balles pendant qu'elle s'est déplacée d'un site à un autre et tout. Donc moi je dis, en ce moment, l'essentiel, oui, voilà, effectivement. On pourrait le dire ainsi. Mathieu Nathanaël N'Djok, alors, pour vous, les grandes leçons après la tenue de ce rendez-vous 2019 de la course de l'espoir, ce serait quoi? Donc, il faut d'abord dire que la force est revenue à l'État, c'est-à-dire qu'elle a fait prévaloir toute son autorité, toute l'étendue de son pouvoir, en réussissant à organiser cette grande fête, il faut dire. Et vous qui avez fait cette ville-là, vous savez que c'est un moment de communion et de retrouvailles pour tous les fils du Sud-Ouest qui partent très souvent des États-Unis, de la France, de tous les coins du monde entier pour se retrouver à ce moment-là. Parce que pour eux, c'est véritablement un moment de réconciliation, un moment de se ressourcer avec leurs ancêtres qui viennent du char de Dieu. Et c'est pourquoi je ne comprendrais pas que même les sécessionnistes, les supposés sécessionnistes puissent menacer
l'organisation de cette grande fête qui n'est pas une fête qui n'est pas organisée par ni les francophones ni par les pouvoirs en place. Elle est organisée par les, je veux dire, par les autochtones, qui en ont fait une priorité, même si aujourd'hui cette organisation est déléguée, est reprise par les institutions qui représentent le pouvoir, dont la Fédération Cameroun d'athlétisme, qui est gérée aujourd'hui par un fils de ces régions-là. Il n'y avait pas de ménage. Je suis choqué lorsque j'apprends que les sécessionnistes ont empêché des jeunes athlètes du Nord-Ouest à participer à une fête comme celle-là. Qu'est-ce que ceux-là ont à faire dans une guerre comme celle-là? Est-ce que si on me disait que dans leurs revendications, on les empêche de regagner les zones francophones, je vais comprendre. Mais partir dans leurs régions voisines et leurs régions sœurs, je dis à un moment que très souvent, ces revendications-là perdent un peu le Nord et on se demande bien qu'est-ce que ces gens-là finalement revendiquent et qu'est-ce qu'ils veulent, quel message ils veulent passer, s'ils peuvent empêcher leurs propres frères de se faire plaisir et s'ils empêchent eux-mêmes de se faire plaisir, il n'y a pas de prix, le plaisir n'a pas de prix. Et vous le savez, donc, et ce moment-là, on ne peut pas, c'est une fois par an, véritablement, et c'est même un moment, comme je le disais à l'orée de mon propos, de communier avec les chats de Dieu, avec les ancêtres. Et Passamoto, comme ça se dit. Et Passamoto, comme ça se dit. Oui, Eric, si tu permets, je voulais ajouter quelque chose. Oui. Au niveau de l'escorte, ben, on peut penser qu'il faut escorter parce qu'il y a des menaces. Mais logiquement, quand il y a une grande compétition, il est important. Non, moi je tiens à préciser que ça se passe généralement comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est le moment que je voulais faire. Il ne faudrait pas faire de mauvaise interprétation à ce niveau. Parce que même plusieurs années. Que ce soit au football, oui, partout. Ça a toujours été comme ça. Il faut le dire. Je vais sortir quand même pour dire quand même que l'autre leçon qu'il faut retenir, c'est que au-delà de tous les discours politiques, des gens qui ont minimisé la menace sécuritaire que vivent les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont très souvent fait le mauvais rapport et en disant que tout va et que les enfants vont à l'école, ceci, cela. Au moins, on a vu avec l'organisation de cette fête de sport, de ce grand moment de sport, que la menace est réelle et qu'il y a lieu, si on peut passer par le sport, de se rendre compte, de toucher la réalité du doigt et véritablement trouver une solution à ce problème. Parce que je crois qu'on en a, tous les Camerounais en ont marre. Parce qu'ils veulent un Cameroun vecteur uni. De paix, pourquoi pas. Alors, Clément Zeko, l'édition 2020 peut déjà se préparer. On imagine justement, partant de là où Mathieu Nathanaël N'Djok chute, pour entreouvrir sur l'avenir que si rien n'est fait pour résoudre ce problème, que voilà, ce sera encore un peu plus difficile l'organisation de l'édition 2020 de cette ascension du Mont Cameroun. Non, moi j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espoir. Il y a à nourrir beaucoup d'espoir parce que la semaine passée, nous parlions ici et on s'inquiétait du fait que la menace avait été lancée ouvertement et que ça pouvait empêcher que les choses se tiennent. Et nous pouvons aujourd'hui nous réjouir qu'on semble avoir été entendu par rapport à tout le discours que nous avons développé ici pour susciter l'encadrement des personnes qui ont la charge de sécuriser. Par rapport à la course, véritablement, on a vu qu'au-delà de l'aspect de compétition, c'était une fête. C'était une fête à laquelle était invité tout le peuple, toute la population de Boya, qui, à partir du moment où Eric Mbachaïf est sorti au niveau de Upper Farm, et comme il avait déjà tué le suspense en donnant un écart considérable avec son second, il a fêté son triomphe tout le long du parcours. Et je salue au passage les sapeurs-pompiers qui l'ont escorté et qui ont démontré que cette force-là, c'est une force d'élite. On semble ne pas bien remarquer, mais c'est une force d'élite capable d'escorter et d'intervenir. Si un temps soit peu, il arrive quelque chose. Parce qu'on avait craint, et même dans le reportage, on le disait, que s'il survenait peut-être un malaise, parce qu'ayant déjà tué le suspense, à partir de Upper Farm, il était déjà premier. Mais maintenant, il fallait simplement tenir la distance jusqu'à entrer au stade. Et jusqu'à entrer au stade. Et maintenant, en tenant la distance,
l'homme est une machine qui peut se dérégler à n'importe comment. Donc il fallait, et heureusement qu'il est parvenu. Ça, c'est ce qu'il faut dire de la course. Et puis aussi, il faut saluer le reportage de vos confrères qui ont véritablement été professionnels à ce niveau-là. Il faut les saluer. Il faut aussi saluer le courage de la population qui, à la faveur de l'envie de participer à la fête sportive, a bravé, à la limite, le mot d'ordre pour venir tout près et toucher même par moment les athlètes parce qu'il fallait le faire. Et l'affluence qu'on a vu par moment sur le long du trajet a laissé entendre, a laissé voir que véritablement ce peuple-là, cette population-là souffre. Elle souffre déjà, on peut dire que c'est déjà un peu trop. Et cette course a constitué pour elle un exutoire. Ça leur a donné la possibilité de souffler un moment avant de retomber dans les travers de cette menace-là. Mais maintenant, par rapport à la prochaine l'édition 2020. L'édition 2020. Je pense que quand il y a une compétition comme ça, il y a plusieurs pôles de réflexion par les stratèges sur le plan sportif, sur le plan de la sécurité, sur le plan. Donc, chacun, en ce qui le concerne, va faire l'analyse de ce qu'on a vu. C'est vrai, sur le plan sportif, il y a eu un record, mais ça s'est tenu. Sur le plan sécurité, il n'y a pas eu d'attaque à un athlète. Encore que partir jusqu'au haut de la montagne, dans la broussaille là-bas et revenir, il faut vraiment imaginer que le dispositif sécuritaire avait jalonné tout le parcours pour permettre à l'athlète d'être en confiance. Parce que si on n'a pas battu le record, parce qu'à par moment, on peut craindre que, est-ce que comme j'ai traversé ces 5 mètres-là, les 5 prochaines mètres-là, est-ce que ça pourra être de la même manière? Et ça va freiner l'élan de l'athlète. Donc, ne pas battre un record, pour moi, ce n'est pas plus grave que de ne pas participer. Donc, mais maintenant, il faut que tout le monde comprenne que, oui, le sport peut être un vecteur qui puisse aider. Si un temps soit fait, on veut utiliser le sport pour apporter une solution aux problèmes qui se posent. Parce qu'on se rend compte que c'est possible. Et le sport parle tous les jours. Le sport parle le langage de la politique. Et le sport parle le langage aux politiques. Malheureusement, c'est les politiques qui bouchent les oreilles pour ne pas comprendre le langage du sport. Est-ce que vous vous rendez compte que 2 boxeurs qui doivent se rentrer dedans, 1 minute avant le début du combat, se saluent. Et à la fin du combat, bien qu'ayant donné des cabosses et modifié le portrait de son adversaire, ils s'embrassent. Ça veut dire que le sport traverse un certain nombre de choses. Il ne faut pas aller au-delà. Maintenant, si on peut utiliser cela pour essayer de joindre les 2 bouts et apporter la paix, moi je pense que c'est possible. Yves Désiré, peut-être un dernier mot sur cette ascension 2019 je vais effectivement... et une projection sur l'édition 2020. Je vais revenir vite fait sur ce qu'a dit Clément tout à l'heure. Parce que quand moi je dis toujours, le sport est un élément fédérateur, que ce soit pour les nations, que ce soit pour les compatriotes. Nous sommes retrouvés effectivement dans ton propos tout à l'heure, Marcel, tu as dit que cette ascension Cameroun n'est pas organisée par ni les anglophones ni les francophones. Mais c'est pas organisé par des Camerounais. C'est Mathieu qui le dit. C'est Mathieu qui l'a dit, merci. Alors aujourd'hui, ça veut dire qu'on a pu se mettre ensemble et organiser quelque chose chez nous, ou dans les zones du sud-ouest. On a fait sortir les populations du sud-ouest. On a fait sortir les populations du nord-ouest, du centre, de l'ouest, du littoral qui étaient brassées à Bouillant. Pour moi, c'est un message fort. Ça veut dire que par le sport, au moins, on peut aujourd'hui fédérer ensemble. C'est pour ça que j'aime parfois prendre l'exemple du football où j'ai vu un match une fois États-Unis, je crois, Iran lors d'une Coupe du Monde où les gars se saluaient. Mais sur le plan politique, c'est des gens qui ne sont pas prêts à se dire bonjour. Mais non, c'est-à-dire que le sport peut accompagner, peut aider même la politique effectivement à régler certains problèmes. Après, je parlerai sur le deuxième aspect, ce sera effectivement les records, parce que nous, généralement, au niveau de la fédération, on se demande est-ce qu'on a fait mieux, est-ce qu'on a fait moins? Parce qu'on a besoin de... Si on autocritique pour savoir est-ce qu'on est avance ou est-ce qu'on recule. Les athlètes, quand on les a rencontrés mercredi à Yaoundé, on a fait une réunion, surtout les premiers. C'était aussi simple que ça. Eric Martial, une de vos équipes a été à Bédi, ici à Douala, dans la région littorale, pour voir où s'entraînait Tata Karine. Tata Karine s'entraîne au Mont Manengouba, en Konsamba, et ici au Mont Bédi pour garder la forme. Elle est partie de son Oku natal pour s'entraîner dans le littoral. Les reliefs ne sont pas les mêmes. Les gens se seraient attendus à ce que Karine fasse quelque chose d'extraordinaire, mais je leur ai dit, mais attends, soyons sérieux. Vous avez pu voir quand même certains reportages sur nos télévisions qui montraient où elle s'entraîne et comment est-ce qu'elle s'entraîne. C'est un peu différent.
Mbatia s'est entraîné à l'ouest. Il a beau monter, descendre sur les grasses files et tout ce que vous voulez. Le mont Metchou. Metchou. Oui, ça c'est Abati. Abati. Sauf que aujourd'hui, mais c'est-à-dire que quand vous comparez les deux monts, s'entraîner sur le mont Batié ou sur le mont Metchou pour aller au mont Cameroun, c'est un peu difficile. La fédération camerounaise se rendant compte que plein d'adversaires arrivaient, notamment une équipe kenyane qui arrivait, dans laquelle arrivait le 3e la saison dernière. Pardon. On a mis les gars au vert, c'est-à-dire on les a mis dans une espèce de stage, un training camp, où on est allé à Boya. Et on a sécurisé jusqu'au 2e refuge pour que les gars se mettent en jambes. Donc en fait, c'est qu'on s'est dit, c'est vrai que la menace, elle est réelle. C'est-à-dire on n'a jamais nié qu'il y a la menace. Mais on s'est dit, honnêtement, un événement tel que celui-là, que vous soyez sécessionniste, que vous soyez l'autre côté de l'autre rive ou de l'autre bord, c'est quelque chose qui est pour nous fondamental. C'est quelque chose qui est ancré en nous. C'est comme si vous enlevez à, je sais pas moi, à un Camerounais le vert ou jaune à droite. C'est-à-dire que leur refuser aujourd'hui cette compétition aurait été pour nous comme leur enlever leur identité. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui n'ont pas pu battre les records aujourd'hui, mais moi je dis encore que quand, voilà, justement pour aller à l'autre question qui est la projection. Quand vous voyez le jeune Mohamedou qui se classe 2e, Ali Mohamedou se classe 2e. Qui a été de l'écurie de FAP et qui jusque-là compétissait dans les courses de relais. De relais. En fait, il avait junior, après il a fait les relais. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens le découvrent, mais il a sa 9e participation à l'Ascension de Mont Cameroun, quelle que soit la catégorie, c'est-à-dire junior, relais, ainsi de suite. Et relais avec l'équipe de FAP. Avec l'équipe de FAP. Vous le découvrez aujourd'hui, mais quand il est 2e, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va enlever les Mbatia Eric, on va enlever les Ngati Bing, on va enlever les ainsi de suite. Ça veut dire que chez nous, honnêtement, on s'en va parce qu'on se dit, ça veut dire qu'il y a la relève. Il y a une relève. Et même quand on a vu, même chez les dames, vous avez vu, parce que les gens parlent de records, ainsi de suite, mais quand vous avez le classement général senior, vous avez dans les 20, vous avez 2 dames, qui sont Tata Karine et Ngalim Dizette. Ça veut dire que même les femmes aujourd'hui travaillent sérieusement, parce qu'elles ont compris qu'il y a des Ougandaises qui étaient là, il y en a eu la Kenyane qui est classée 6e, et m'a promis que l'année prochaine elle reviendra. Donc ça veut dire, on se rend compte qu'il y a plus d'adversité. Maintenant que pour le dire aux gens, la prime du 2e chez les seniors, avec ta permission Clément, est passée de 5 millions à 7 millions. Ça attire d'autres gens, c'est-à-dire parce qu'avant c'était 10 millions, 5 millions, 3 millions. On a rajouté donc au 2e 2 millions, ce qui fait que c'est 7 millions. On a rajouté au 3e 2 millions, ça fait 5 millions. Mais excusez-moi, c'est normal que ça attire les athlètes étrangers qui vont rendre plus rude cette compétition. Oui, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas éluder le fait que le manque de sérénité pour la compétition peut inhiber la capacité à réaliser. Ça, il le dit. Non, mais cela va sans dire parce qu'à un moment, vous avez froid dans les pieds, c'est bien beau. Vous voyez plein de chars qui sont garés, qui viennent, machin, plein de véhicules blindés, et ainsi de suite. Forcément, en tout cas, l'impact est là. L'impact est là, messieurs. Les athlètes, c'est compliqué. Donc, on va avancer en se disant que, eh bien, tout est bien qui finit bien, c'est le plus important. La compétition a pu se dérouler et l'édition, forcément, 2020 se prépare. Parlons d'autre chose à présent et de cette affaire de salaire impayé des footballeurs qui fait les gorges chaudes au niveau de la Fédération camerounaise de football, au niveau de des instances dirigeantes des clubs, mais aussi de cette affaire d'arbitre avec une rencontre où 2 arbitres ou 2 groupes d'arbitres se sont retrouvés sur un stade de football désigné par 2 instances différentes. Suivons ce reportage. Les délégués de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun n'ont pas perdu de temps. Dès le premier point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la vérification du quorum, les débats achoppent. Non, monsieur le président. Football club. Non. Professionnel. C'est comme si vous mélangez toujours les affaires du tonnerre. C'est ça qui nous crée les problèmes. Vous mélangez les affaires du tonnerre. C'est la loi. C'est la loi. Non. Vraiment. Vous mélangez les affaires. C'est la loi. 2 délégués se pointent pour représenter Tonnerre de Yaoundé. D'un côté, Mboudi Fouda René de la faction TKC SAOS. Je me nomme Laurent Mboudi Fouda, directeur général adjoint de TKC SAOS, affilié à la Ligue de football professionnel. Donc l'administration de la Ligue est présente pour témoigner. De l'autre côté, Essomba Atemengue de la faction Tonnerre Association. Secrétaire général du Tonnerre Kalakor, représentant le président général
du Tonnerre reconnu par les instances du football professionnel au Cameroun et à l'international. Le docteur Achille Souamani, voici le mandat. Je suis son mandataire ici, officiellement écrit. Les deux se présentent. Pourtant, il faut un seul délégué par club. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas évoluer avec ça. Mais voilà ce qui nous tue. Dites-nous quel est le club qui est représenté ici. Après un directeur général. Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre PCA ou votre président ou votre directeur général? Non, mais c'est pas possible. Mais non. Vous n'avez même pas de mandat, monsieur V. Les défenseurs du Tonnerre Association prennent l'exemple du Canon de Yaoundé, représenté par son président général. Mais très vite, Emmanuel V, puisqu'il s'agit de lui, va botter cet argument en touche. Et en interne, le Canon désigne son délégué aux assises de l'Assemblée générale et je représente le football professionnel ici dans cette Assemblée. Et je pense qu'il ne faudrait pas faire d'analogie ou d'amalgame et que le Tonnerre règle ces problèmes en interne, ce serait bien pour tout le monde. Je vous remercie. Après ces explications, la tension monte de plus belle. Nous en avons marre et ce n'est pas à vous de décider, monsieur le président. Vous n'êtes pas une commission juridique. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. Ce n'est pas vous, la commission juridique de la Ligue, pour dire que vous avez décidé ci, vous avez décidé ça. Demandez avis et qu'on en décide. Vous ne pouvez pas dire que vous avez décidé alors que vous avez une invitation, que vous avez adressé à un président de club. Quel est notre directeur général de société qui est invité ici? Donnez-moi le nom d'un directeur général de société qui est invité ici sans le président de club. Sur ces entrefaites, la presse est priée de se mettre dehors. Et c'est bien plus tard qu'on apprendra que finalement, aucune des deux factions n'a été autorisée à prendre part aux travaux. On a dit pour l'apaisement et la calmie des suivi des travaux, il fallait que les deux Tonnerres soi-disant sortent. Mais nous, on a accepté volontiers parce qu'on ne voulait pas, on voulait que les choses avancent normalement. Vous avez bien vu que le président de la Ligue, c'est une affaire de hold-up. Il veut à tout prix imposer la société de M. Stéphane. Et puis, il faut aussi le dire, le Tonnerre est le seul club au Cameroun dont on impose la société. Tonnerre de Yaoundé ne sera donc pas représenté à l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est une session ordinaire censée tabler entre autres sur le rapport d'activité du président de la LFPC, le rapport du commissaire aux comptes, le quitus au commissaire aux comptes et au président, l'approbation du budget 2019. Et on peut lire derrière cet orateur le mot spectacle. Allez, un spectacle des moins reluisants pour le football camerounais, forcément, Mathieu Nathan-N'Djog. Décidément, on ne peut que avoir de la déception, de la honte, de voir que après la crise post-électorale à l'Africa Foot qui a duré près de 6 ans, qu'aujourd'hui, dans laquelle on n'est pas encore sorti de l'auberge, qu'aujourd'hui on n'arrive pas, après près de 10 ans de, comment dire, de mise en place du professionnalisme au Cameroun, qu'on soit encore à tergiverser entre les clubs amateurs, les clubs professionnels. Je crois qu'à la fin, il faut que ceux qui ont voulu mettre en place la Ligue professionnelle de football véritablement s'inspirent, comme nous voulons montrer avec les Camerounaiseries, que nous n'arrivons pas à être des adultes et nous n'arrivons pas à être des personnes respectables et intelligentes. Alors, il faudrait qu'on nous traite comme des enfants avec le bâton. Alors, allons chercher les Blancs qui viennent nous dire comment est-ce qu'on marche avec le professionnalisme dans un pays. Parce que c'est ridicule. Ici au Cameroun, chacun est interprète, est juriste, et ceci, cela. À la vérité, je crois qu'il fallait définir peut-être un ou deux canevas de
formule pour permettre aux clubs de copier un. On a laissé les clubs dans une navigation à vue, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est véritablement dans le bicéphalisme pratiquement partout. L'autre jour, dans le cadre des Dynamo, c'est la fédération camerounaise qui a décidé qui est dirigeant des Dynamo. Aujourd'hui, on dit que c'est la Ligue professionnelle qui veut décider qui est le vrai TKC. Demain, on va trouver que c'est, je ne sais pas, c'est les chefs traditionnels ou le maire ou le politique qui va décider qui est la vraie panthère. Non, on est dans un imbroglio où on ne s'en sort pas. Tout simplement parce que la Fédération camerounaise de football ne veut pas jouer son rôle véritable. C'est-à-dire qu'elle doit jouer le rôle des régulateurs du football. Se départir de la gestion quotidienne du football pour réguler, gérer les Lions. Même chez les Lions, elle doit mettre une administration qui gère, elle régule. Elle régule parce que les tests disent que tout aujourd'hui doit même devenir ligue spécialisée. Et les ligues spécialisées comme les ligues décentralisées doivent être autonomes dans leur gestion. Et si elles sont autonomes, la fédération régule. Donc quand la fédération régule, c'est pas qu'elle dort sur ses lauriers, c'est qu'elle pense. Elle doit avoir des gens qui pensent sur le football camerounais. Elle doit avoir des gens, elle doit commander des études. Elle doit commander des études et sur les études qui sortent avec des résolutions fortes. Dans le cas du football professionnel, un canevas. Et je vous jure que le meilleur canevas aujourd'hui, c'est simplement que on dise que on tue les conseils de sages, on crée les conseils d'administration et ces conseils d'administration-là soient ouverts dans une formule. C'est-à-dire qu'on dit que l'action est de 10 000 et qu'on dise que mais la part, l'action est de 10 000, la part est de 100 000 ou 1 million. Ou 1 million. Et si un comité de soutien a 20 personnes, elle cotise 50 000, elle a 1 million. Et pour arriver là, elle peut donner 500 000 par mois, elle donne 100 000. Ça, c'est une approche. Non, je vous dis que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi parce que tout ce qu'on met là, les gens veulent créer les clubs comme des sociétés européennes. On va venir vous lire la loi OADA. On n'est pas encore prêt à entrer dans la formule entreprise. Voilà. Parce qu'au Cameroun, le football ne produit pas l'argent. Quand on vient dans le football camerounais, c'est par passion. C'est pour investir. C'est pour payer un plaisir. C'est pour se faire plaisir. Le football camerounais ne peut, pour le moment, mais si on met, quand on va mettre les bases d'un vrai football, ça va nous rapporter. Pour le moment, le football camerounais ne peut pas rapporter de l'argent. Yves Désiré, quoi là, au regard de telle dissension et de ce spectacle plutôt lugubre, que dites-vous? Je suis outré, j'aime dire estomaqué, quand je vois ce type d'image. Parce qu'il y a 2 jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait que oui, Pouma est venu il y a 22 ans, on a tout fait pour eux au Cameroun, et ainsi de suite, ils sont en train de partir. Excusez-moi à ce niveau. Hein. Mais je suis en train de dire que moi, je parle en tant que maintenant marketeur. C'est-à-dire que dans le cas du marketing, excusez-moi de le dire, ça blessera beaucoup de personnes, tu n'associes pas ton image à de la saleté. Excusez-moi, toute la communication autour de la FECAFOOT du football camerounais, c'est des scandales. C'est des scandales, des scandales, des scandales, des scandales. Je dis à des fois que la FECAFOOT est l'une des fédérations qui communique le moins. La FECAFOOT communique exclusivement quand il y a un match de football ou alors quand il y a un spectacle, c'est-à-dire un scandale sale. Et malheureusement, nos télévisions aujourd'hui sont internationales et on voit ça à l'extérieur. Tu n'associes pas ton image à la saleté. Le football camerounais est très sale. Alors vous avez 3, pour moi, Nathalie parlait de 2 entités. Moi j'irai à 3. Parce que vous avez la ligue professionnelle, vous avez la FECAFOOT. Qui fait quoi exactement? On ne sait plus aujourd'hui. Moi j'ai eu mal au cœur d'aller malheureusement dans un stade de football parce qu'on finissait une compétition d'athlétisme, on sortait. J'ai vu 2 Lausanne rentrer, parce qu'il y avait une équipe de Lausanne qui avait des bordereaux. Et une autre église avait les licences. Alors, qui délivre quoi au Cameroun? Qui fait quoi exactement? Je ne sais pas si c'est spécifié. Je ne suis pas fouteux, je ne rentre pas dans le truc. Mais je dis c'est des choses qui font honte à notre pays. On arrive à ce type de réunion. Le championnat a failli ne pas juste jouer parce qu'on attendait cet AG de la Ligue qui a été renvoyé au 28 février. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne en sortant de là? Je dis qu'est-ce qu'on en tire? Mais je dis franchement rien. Il y a 2 tournées qui étaient dans la salle, il y a 2 machins qui étaient là. Mais qu'est-ce qui se passe exactement?
Et moi, je veux dire, Nathalie parlait tout à l'heure, par exemple, de ce problème. Parce que moi, je sais, le cas de Tonnerre, il y avait le comité des sages. Quand vous voulez un championnat qui est professionnel, parce que des fois, je ris, parce que quand j'entendais LFPC avant, je me demandais quelle lettre passait avant l'autre, parce que c'est la ligue qui est professionnelle, c'est le football qui est professionnel. Mais si c'est le football, excusez-moi, mais c'est des mots. Non, ça peut être la ligue qui est professionnelle, mais le football n'est pas professionnel, il faut arrêter de rêver. Tout dit n'importe quoi aux gens. Et la ligue et le football. Et maintenant, moi, je prends des exemples simples. J'ai parlé de l'AG d'un club que j'ai suivi pendant un moment, durant les Interpools, et je leur ai dit, asseyons-nous. La saison pourrait coûter combien quand Nathalie parle de part ou d'action? On se dit, la saison peut coûter 150 millions. Ok, d'accord, chacun donne les sous. Parce qu'après, vous entendez que son club formateur, c'est tel. Après, vous entendez son... Comment vous appelez ça? On se met à se disputer sur l'identité du joueur, de ceci, de son club formateur. Mais je dis, rien n'est spécifié. Qui fait quoi exactement? C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, même ces présidents de club qui sont en train aujourd'hui de crier partout parce qu'ils attendent de l'argent. Mais 2 jours après, vous entendez que leurs jeunes ne sont pas payés. Mais c'est vrai parce qu'ils sont dans toutes les commissions. Les présidents de club qui sont incriminés pour ne pas payer leurs joueurs sont dans des commissions qui sont aujourd'hui en train de statuer sur les clubs, comment vous dit ça, insolvables. Donc du coup, tout le monde c'est-à-dire que vous avez un président de club qui est à la Ligue, un qui en est à la FECAFOOT, donc du coup c'est des complices, ils savent tout ce qu'ils font. Et quand leur mariage ne tient pas, quand ça se gâte, ça éclate. Clément Zeko. Au sujet justement de ces éclats de voix, de cette assemblée générale aussi qui était très attendue, mais qui malheureusement a pris en tout cas son entame dans la rubrique des faits divers. Oui, si c'est pour ceci que nous avons attendu si longtemps, il faut se poser la question vraiment, est-ce que ça valait la peine? Tout ça pourquoi? Mais maintenant, cette assemblée générale, son fil rouge c'est quoi? C'est pour résoudre quel problème? Et est-ce qu'au sortir de cette assemblée générale, le problème a été résolu? Ou bien a même amorcé un début de résolution. On craint que la tenue de cette AG a élargi suffisamment les distances qui étaient entre les différentes parties. Et on peut s'offusquer du fait que ça se passe comme ça. Malheureusement, et c'est peut-être un miracle, les résolutions qui sortent de là laissent croire que tout s'est bien passé, puisque on a donné le quitus, on a donné ceci, on a accordé cela, et puis finalement, donc c'était à la limite une théâtralisation qui a laissé voir que superficiellement on ne s'entend pas, alors que dans la profondeur tout le monde comprend ce que l'autre dit. Vassilios. Ben, que dit Eric Martial Djomo? Moi je dis, à la sortie, n'est-ce pas, de la lecture des résolutions de l'AG, je suis tombé des nues. Parce que, vous savez, le championnat a eu du mal à démarrer. Il a fallu des conciliations parce qu'il y avait pas mal de griefs contre le président de la Ligue. Mais à la sortie, on s'est simplement rendu compte qu'on a confirmé le salaire du président de la Ligue. 2 millions de francs. Et que on a suspendu l'innovation de quelques années qui permettait à la Ligue d'avoir des consultants de sport pour parler effectivement du sport, pour parler du championnat de la Ligue et tout, mais on les a suspendus, on a battu cela en brèche. Donc réellement, pour quelqu'un qui a suivi le feuilleton du début de saison, parce que le président de la Ligue avait bien voulu, il avait annoncé tenir son âge le 20, ben, les grosses choses sont montées pour finir. Une deuxième conciliation avec la Fédé, l'AG a été programmé pour le 28, l'AG a eu lieu. Donc, logiquement, pour quelqu'un qui a suivi le feuilleton, on se serait attendu d'avoir certaines confirmations au niveau des résolutions de l'AG, notamment des questions qui ont précédé les grandes choses. Quel est le sponsor aujourd'hui de la Ligue professionnelle? Quelle sera la cagnotte de subvention tout au long de la saison des clubs en ce moment? Comment seront traités les acteurs de football, notamment les joueurs et les entraîneurs? Donc, c'est vrai, à un moment donné, ils se sont offusqués de ce que la Ligue professionnelle avait pris sur elle d'établir un calendrier et bien évidemment d'adopter une formule pour, n'est-ce pas, ce championnat. Donc, au fond, la montagne a couché. Mais ils ont validé tout ce que la Ligue avait fait avant. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui fait problème ou qu'est-ce qui faisait problème avant? Parce que réellement, on a comme l'impression, comme le disait Clément,
que les travaux se sont plutôt déroulés dans une bonne ambiance. Ce qui laissait croire que les remous étaient pour débarquer le président de la Ligue, et rien n'en a été. Tout ce qui laissait croire que la Ligue, avec toute son administration, fait de la mauvaise gestion sur le plan administratif et sur le plan financier, cela n'a pas été aussi. Donc vraiment, véritablement, moi je dis, on ne perdait rien à attendre et à voir le professionnalisme que nous avons en ce moment. La seule satisfaction que nous pourrons avoir, c'est que au moins nos jeunes ils ne chôment pas, même si ils continuent à se battre à travers les actions du syndicat dont on en parlera tout à l'heure, pour pouvoir revaloriser, n'est-ce pas, leur situation, parce que visuellement le footballeur camerounais travaille dans de très mauvaises conditions et il en est de même également du côté, n'est-ce pas, des conditions dans lesquelles travaillent également les entraîneurs. C'est bien vrai, on dira, ces présidents de club, ils mettent les moyens qu'ils peuvent, ils n'avaient pas sollicité le professionnalisme leur avait été imposé. À mon humble avis, je pense qu'il faut faire une réflexion assez mûre autour de la question pour qu'ensemble, avec des infrastructures qui sont en train de naître, qui pourront servir au football camerounais dans les jours à venir, que véritablement qu'on commence à présenter un l'avenir soit différent. Alors, vous avez évoqué tout cela. Portons, en tout cas, on s'attendait à une sorte de révolution de palais au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, mais loin s'en faut. On a assisté donc à un passage, peut-être même pas en force, mais à une sorte de formalité ou de formalisme au niveau de cette Ligue de football professionnel à travers son assemblée générale qui s'est tenue et donc loin des bruits de bottes ou des bruits de casseroles observés à l'entame de la saison, des résolutions ont été adoptées et aujourd'hui il faut le dire, c'est en filigrane qu'on assiste à une sorte de contestation sur ce salaire du général Pierre Semengue à la tête de la LFPC avec ses 2 millions de francs CFA perçus désormais chaque mois. Ça a été validé, même si, voilà, en arrière-plan, certains présidents de clubs nous disent c'est pas normal. Allez, il y avait une instance pour pouvoir le dire. Parlons donc de ces choses toujours anormales au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec cette affaire d'arbitre. Tout d'abord, 2 groupes d'arbitres désignés pour un match et ensuite cette affaire de salaire impayé qui continue à faire des gorges chaudes. Suivant ce reportage. L'ordre régnera par tous les moyens, déclare le président de la FECAFOOT au lendemain de l'incident survenu au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, lorsque 2 groupes d'officiels se sont retrouvés pour diriger le même match à PGS Donfou contre New Star de Douala, comptant pour la 5e journée du championnat professionnel Ligue 1. Les gens se sont installés et ont pris des mauvaises habitudes. Donc il faut qu'on les amène à respecter les dispositions statutaires de la FIFA, de la CAF et les directives. Donc ce qui s'est passé ce week-end, c'est simplement le non-respect des règles et des directives de la FIFA qui veut que la commission centrale de désignation des arbitres siège à la FECAFOOT et c'est elle qui désigne les arbitres qui doivent officier pour les matchs de la Ligue, c'est tout. Le président de la FECAFOOT s'appuie sur une circulaire de la Confédération africaine de football qui indique entre autres que les associations désignent les arbitres pour les matchs des compétitions qu'elles organisent ou sur demande. Disposition contestée par la Ligue de football professionnel. Mais la gestion des arbitres de football n'était pas le seul sujet à l'ordre du jour de la réunion tenue au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Il a été également question de l'affaire des salaires impayés aux footballeurs et pour laquelle la FIFA menace le Cameroun. À ce sujet, après lecture tour à tour des correspondances du SINAFOC, de la FIFPro et de la FIFA, une commission ad hoc est mise sur pied. Président Faustin Domke, président de New Star de Douala, rapporteur Basega Ngweha Daniel, SINAFOC, membre, M. Berg Benjamin, secrétaire général LFPC, M. Ayomba Albert, FECAFOOT, M. Mebizo Paul, FECAFOOT, M. Motomo Lucien, SINAFOC, M. Itiga Jacques Marcel, SINAFOC, M. Komemax Sisek, M. Ndi Ejeune, Sisek. La commission que dirige Faustin Domke, premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, est composée des représentants du MINSEP, de la FECAFOOT, de la LFPC, du CISEC et des clubs, a jusqu'au 1er mars prochain pour rendre sa copie.
Et la question, à l'instant, que peut cette commission, Mathieu Nathanaël? Nous sommes le 1er mars. Et puis, nous devions avoir la communication sur les résolutions de cette copie, surtout qu'il y a la menace de la FIFA qui a donné jusqu'au 4 à la fédération pour lui donner une solution concrète. Donc nous attendons. J'ai peur de me jeter en conjecture, mais moi je dis tout simplement que dans mon âme de syndicaliste, il y a des salaires qui n'ont pas été payés. Ces salaires doivent être payés. Voilà la solution. Le reste de commissions qu'on peut créer, là c'est pour tourner les gens en bourrique. Parce qu'au Cameroun, on sait que quand on ne veut pas résoudre les problèmes et quand on ne veut pas trouver les trous, on crée les commissions. La seule chose qu'il y avait à dire, c'est que les clubs prennent des engagements pour payer ces aérés. Ça fait mal, mais c'est la réalité, c'est les aérés. Maintenant, si des clubs contestent le nombre de salaires et le nombre de mois d'aérés qui leur est imputé, ils n'ont qu'à apporter des justificatifs qu'ils avaient payés. C'est là on en sort. Tout ce qu'on veut faire autour, le débat qu'on veut faire autour ne nous sert à rien. Aujourd'hui, il faut que des gens soient payés. Il y a des jeunes Camerounais qui ont sacrifié leur étude pour se consacrer au football parce qu'aujourd'hui, l'emploi du temps que absorbent les entraînements ne permet plus à un jeune enfant qui même commence à jouer amateur d'aller encore à l'école. S'il n'entre pas dans un centre de formation qui a la formule formation et sport-études. Et donc, c'est des enfants qui sont qu'on est en train de... C'est une jeunesse qui est en déperdition. Et quand on sait que la carrière d'un footballeur ne peut pas aller au-delà de 30 ans. Et en plus, ne peut rapporter que si ce joueur-là devient professionnel. Quand il reste au Cameroun, qu'est-ce qu'il devient? C'est pour devenir un voyou à la trentaine. Donc, moi je dis qu'il faut résoudre ce problème-là. Il faut payer ces enfants-là qui ont sacrifié leur vie. Et je crois que cet agent-là peut leur permettre de survivre. Exactement. Peut-être le plus étonnant ou le plus curieux serait de constater que, voilà, face à cette injonction de la FIFA, comme tu as payé des commissions avec des personnes qui sont incriminées dans l'affaire, notamment le président de cette commission et d'autres membres de cette commission, Clément Zeko. Le constat, tout le monde le fait. Tout le monde le fait maintenant. Déjà, la pertinence de la commission n'est pas évidente. Parce que si cette commission était évidente, on comprendrait, on justifierait qui peut constituer ce comité-là. Non, véritablement, un problème se pose. On a donné de l'argent pour payer les salaires. On n'a pas payé les salaires. Donc ceux qui ont payé ont quand même payé avec des traces. Que ceux qui ont payé prouvent qu'ils ont payé et chacun relève le montant qu'il a à payer. Si quelqu'un sait qu'il n'est pas mis en cause parce qu'il a respecté son engagement vis-à-vis du salaire qu'on lui a demandé, qu'on l'a aidé à faire, parce que je pense que c'est d'abord au niveau de la subvention donnée par l'État. Le reste maintenant, les accords... Cette subvention, elle devrait servir à payer les salaires. Et c'est là, il faut relever quelque chose. Si ce n'est pas prouvé que, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont pas pris cet argent pour compléter les salaires et les payer, c'est qu'il y a une faute de gestion. Même si l'argent a été utilisé pour le besoin de l'équipe, c'est qu'il y a une faute de gestion. Et à ce niveau-là, on doit être puni. Il se trouve donc que même l'argent donné en subvention et même les clubs eux-mêmes n'y sont pas parvenus pour la plupart. Donc, la seule chose à faire, c'est que chaque équipe, parce qu'ils n'ont pas agi en collégialité, c'est que chaque équipe, dans sa fonctionnalité, ressort ses bulletins de paye, ses fiches de salaire, ses fiches d'émargement pendant toute cette période-là, et maintenant prouve que non, on dit que nous n'avons payé qu'un mois, nous en avons payé 10, nous en avons payé 8, nous en avons payé, ainsi de suite. À ce niveau-là, je pense que si cette commission-là statue pour fait ce tableau-là, peut-être que ça aura un sens. Mais maintenant, est-ce que c'est en établissant ce tableau-là, aujourd'hui-là, qu'on aura avancé? Puisque le délai du 4 est en train de courir. Non, le délai, c'est pour qu'on dise à la FIFA les solutions prises. Donc, ça peut aller si on fait ce tableau-là et on se donne les échéanciers. À cette allure, justement, au regard de ce jeu de chaises musicales, j'ai envie de l'appeler ainsi, à cette allure, Vass, est-ce que vous pensez qu'au 4 mars,
on aura trouvé une solution claire à cela. aujourd'hui. Oui, je pense qu'on pourra trouver une solution dans la mesure où les membres de la commission ad hoc sont les membres qui sont effectivement concernés par le problème. Parce que vous avez là-dedans le SINAFOC, qui est le syndicat des footballeurs. Vous avez les représentants de la FECAFOOT, qui est, n'est-ce pas, garant et l'organisateur, puisque c'est lui qui donne cutus à la Ligue de pouvoir organiser et être autonome. Vous avez là les présidents du club qui y sont également. Vous avez les membres de la LFPC et du MINICEP. Donc, c'est 5 entités qui sont véritablement concernées et qui sont au cœur de la chose. Donc, à partir de ce moment, je crois qu'ils ont un travail pour étudier la solution qu'il faut, parce qu'ils doivent se regarder effectivement en face, parce qu'ils sont tous les 5 coupables. Ils sont tous les 5 coupables. Parce que si Clément parle de faute de gestion, ça veut dire que quelqu'un a mis de l'argent du contribuable camerounais pour aider les jeunes qui étaient destinés à des fins bien précises. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi? Qui a cautionné cela? Et qui était le responsable, l'organe de contrôle, de se rassurer qu'effectivement, ce à quoi était destiné cet argent a servi à ses fins. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, est-ce que nous allons détruire notre football? Parce que si on peut faire, même si comparaison n'est pas raison, on a vu Bambutos être rétrogradé parce qu'un entraîneur... Mais c'est la même menace. Dans ses fonds. Alors qu'est-ce qu'on va servir à la FIFA aujourd'hui? Est-ce que ces entités vont se regarder en face et dire que nous avons fauté? Nous sommes à la visière de fortes sanctions qui peuvent entraîner la rétrogradation du club, qui peuvent. Donc, si tous les clubs sont rétrogradés, est-ce qu'on aura encore un championnat qui peut discréditer le Cameroun à l'international et nous permettre de ne plus représenter des représentants dans les compétitions? Donc, finalement, c'est une affaire beaucoup plus complexe que qu'elle n'en paraît. Oui. C'est-à-dire que, parce qu'à l'heure actuelle, notre football court une grande menace à travers la FIFA. Il faut aller véritablement dans le fond des choses. Oui, dans le fond des choses. Donc, il est question, moi je dis, si ils se mettent ensemble, c'est de présenter à la FIFA quelque chose de conciliant et de dire que nous allons résoudre ceci. Si à l'intérieur, comme le disait Nathanaël, est-ce que les clubs vont s'engager peut-être à dire que nous allons payer 3 mois, concédez-nous cela? Est-ce que la FIFA est prête à l'accepter? Est-ce que donc c'est des questions, comme on dit, c'est assez complexe. La FIFA, la FIFPro et en tout cas. Oui, c'est pour ça que je dis, les entités qui sont choisies sont des entités qui sont effectivement concernées par ce problème. La LFPC, le MINICEP, la première des choses, c'est de dire à quoi a servi cet argent effectivement. C'est la première des choses. Parce que oui, je ne pense pas que ce sera le plus difficile. Non, attends. La première des choses, c'est de dire à quoi a servi l'argent effectivement. Ce ne sera pas et ensuite, maintenant, de reconnaître à quoi ça devait servir. Voilà. Et après, de donner les garanties qu'on doit faire l'étape 1, c'est-à-dire qu'on doit prendre des engagements pour payer dans un délai raisonnable l'argent qui devait être payé comme salaire à ceux qui vont le faire. Et ensuite, maintenant, que l'on nous frappe le plus durement possible pour tuer définitivement cette gangrène-là et nous remettre cette sur façon la voie. de faire. Oui, et nous remettre véritablement sur la voie du professionnel. Mais le problème de la structuration de notre absolument. Oui. Et c'est d'ailleurs ça le problème de fond, cette structuration tant sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan technique, c'est une révolution véritable si l'on venait à appliquer tout cela et forcément on pencherait vers le professionnalisme tant prôné. Tout changement véritable part d'une révolution. Voilà. Part d'une révolution. Alors, cette situation peut servir de révolution parce qu'ils se trouvent à l'intérieur qui sont à la limite, qui se croient expiègles, qui expliquent que ils hébergent des enfants chez eux et parce qu'ils hébergent les enfants chez eux, ils payent certaines sommes. Mais n'oublions pas que dans le vocabulaire ça devrait changer. N'oublions pas que l'employeur loge ses employés, pour autant continuer à payer le salaire. Absolument. Alors, messieurs, permettez qu'on avance. Je voudrais recevoir, ou je voudrais que nous recevions sur ce plateau, un défenseur central, un footballeur au sein de l'Union de Douala, Mekoni Adaoui, fraîchement convoqué chez les U23 de Rigobert Song-Bahadac. Bonsoir, Mekoni Adaoui. Bienvenue à vous. Bonsoir, M. Martial. Déjà, merci de m'avoir invité sur ce plateau.
Alors, vous êtes très jeune, mais pourtant déjà footballeur professionnel. Sans rentrer dans les arcanes de tout ce débat, dites-nous un peu comment vit aujourd'hui un footballeur professionnel comme vous. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun, un footballeur professionnel, lui, il vit de son métier? Déjà, c'est difficile de répondre à cette question parce que en tant que professionnel, tu préfères garder le secret professionnel, comme on dit. Donc, c'est un peu difficile, mais je pense quand même que voilà, il y a d'autres personnes qui ont autre chose aussi à faire. C'est pas forcément parce que nous sommes dans le cadre footballistique qu'on s'arrête dessus. Non, il y a d'autres aussi qui font autre chose pour gagner la vie. Donc, voilà. Donc on comprend que c'est assez difficile, sans vouloir rentrer dans plus de détails. On évoquera votre actualité tout à l'heure, vous qui êtes donc retenu dans le groupe de Rigobert Song pour préparer donc ces éliminatoires de la CAN U23. À côté de cela, parlons du championnat avec donc malgré tous ces atermoiements, les championnats qui se déroulent, Ligue 1 et Ligue 2 et la 6e journée qui s'est finalisée cette semaine. On regarde là quelques images de la rencontre qui a opposé Bamboutos de Bouda, Lyon blessé de Futuni. On retient cette victoire de Bamboutos de Bouda sur le score de 2-0 devant Lyon blessé de Futuni. Là, on assiste d'ailleurs à l'un des buts de Bamboutos de Bouda qui s'est donc imposé. Là, donc deuxième but de cette formation de Bamboutos de Bouda. 2-0 au finish. Bamboutos de Bouda qui s'est imposé devant Lyon blessé de Futuni pour le compte de cette 6e journée. On va écouter quelques réactions après donc cette rencontre qui s'est jouée du côté de Limbé. Tout d'abord, côté Lyon blessé de Futuni, logiquement la déception. Un peu déçu parce que nous sommes dans une défaite à domicile contre Renaissance d'Ngoumou. Normalement, on aurait pu emporter le nul face à la solide formation de Bamboutos. Mais comme le football a ses règles, soit on gagne, soit on perd, soit on match nul. Ce qui n'a pas marché dans nos équipes, c'est que nous n'avons pas été adroits devant les buts. Et c'est un peu ce qui a joué à la faveur de Bamboutos. Et c'est la victoire enregistrée. Mais nous espérons que à la phase autour, nous allons cravacher dur pour pouvoir revenir sur le chemin parmi les 3 premiers pour les playoffs. Quand il y a une défaite, franchement, il y a une déception. Mais nos enfants ont produit le jeu. C'était d'abord un très grand match. Bamboutos contre Lyon blessé. C'était un gros match. Mais malheureusement, nous l'avons perdu. Et comme je l'ai dit tantôt, nous saluons la victoire de Bamboutos. C'est le sport. Nous allons nous remettre en question les manquements, surtout notre entrejeu. C'est notre milieu de terrain. Tout part de là et on n'a pas de bons finisseurs. Nous allons nous remettre au travail et nous pensons que tout est possible. C'est un championnat à 3 points. Et il suffit de 2 victoires là-bas. Nous nous relançons également. Allez, et derrière ces réactions, suivons celles des supporters de Bamboutos de Bouda et il y a de l'encadrement technique. Après cette victoire, 2-0 qui propulse l'équipe de Bamboutos de Bouda désormais à la 2e place dans sa poule. Une victoire satisfaisante. Vous savez, ça faisait longtemps que nous n'avons pas enchaîné de victoires. Nous avons fait plutôt le cumul des matchs nuls. Maintenant, nous arrivons ici, nous avons démontré que nous sommes sur une bonne lancée, que nous tenons à conserver notre statut entre guillemets de leader, surtout sur le papier. Nous l'avons démontré une fois de plus, après la brillante victoire aussi à l'extérieur à Kribi. Maintenant, la mission est accomplie et nous nous projetons déjà sur la rencontre prochaine. On en avait besoin, dans la mesure où depuis quelque temps on n'arrivait pas à gagner. L'ensemble de l'équipe est satisfait de ce résultat, de l'état d'esprit qui règne depuis un bon bout de temps. On espère simplement qu'à la prochaine journée, on pourra enchaîner avec une 3e victoire. Depuis quelques matchs, on ne veut pas se poser des questions. Notre objectif, quand on rentre sur le terrain, c'est de gagner. Peu importe la manière, peu importe la qualité du jeu. Le plus important, c'est d'avoir les 3 points. Quand on voyage, on vient ici là pour gagner. On gagne, c'est trop encourageant. Donc ça veut dire que si même pour Bafoussam, moi j'irai à Bafoussam, j'étais à Kribi, j'étais à Limbé, et pour Bafoussam je serai. C'est le beau travail que l'entraîneur a battu qui a
donner ces 2 victoires que vous voyez là. Très heureux et comblé dans la mesure où nous avons fait un voyage pour venir gagner et on a gagné. Ça ne fait que la fierté du 2e monde camerounais, Bamboutos, donc je suis natif de là. Le prochain match, on verra presque toutes les 16 danses du département de Bamboutos à Bafoussam. Voilà, supporters comblés, joueurs comblés tout aussi après cette victoire de Bamboutos de Bouddha. On profite pour jeter un œil à l'ensemble des résultats de cette 6e journée en Ligue 2 avec donc Bamboulette qui a pris le dessus sur AS Matelo 2 buts à 0. La Panthère sportive du Nez sans pitié pour AS Toameki, 5 pour Panthère, 2 pour AS Toameki. Bamboutos de Bouddha 2 et Lyon blessé 0. Léopard 1, Rassan de Bafoussam 0. Léopard de Douala qui impressionne avec donc cette invincibilité observée depuis le début de la saison. Renaissance qui a pris le dessus sur Ofta. Canon de Yaoundé qui est tombé devant Dynamo de Douala. Et puis en match en retard, Yafoot qui a pris le dessus sur les Royales de la Ménois. Alors très rapidement, Mathieu Nathananjok, cette formation de Léopard de Douala, on pourrait la présenter comme la grande surprise du chef pour cette première partie de Ligue 2. Tout à fait, parce que c'est un promu qui essaie de tenir la dragée haute. Mais ça surprend tout simplement ceux qui n'ont pas suivi cette équipe. Depuis, nous sommes à la 3e saison. Cette équipe serait déjà en Ligue 2 depuis l'année dernière si le championnat 2016-2017 n'avait pas été annulé. Et dans le littoral, non, dans tout le Cameroun, il n'y a pas eu Interpool. Donc c'était comme une saison blanche pour le football amateur et ça a retardé. Et on sait qu'à cette époque-là, ce club était pratiquement connaissait toujours cette invincibilité-là, tout comme elle a connu la saison suivante et elle est allée aux Interpols. Donc elle ne nous surprend pas. On avait tout simplement, on s'interrogeait qu'est-ce qu'elle va faire en ligue professionnelle puisque c'est un cran au-dessus. Et elle est en train de montrer qu'elle a véritablement de l'ambition. Et j'apprécie beaucoup plus l'organisation qui est autour de ce club actuellement, qui ne connaît pas, même comme c'est un club communautaire, qui ne connaît pas les crises qu'on connaît dans les clubs communautaires au Cameroun. Si ça peut continuer comme ça serait une bonne chose. On peut seulement souhaiter aux dirigeants de garder cette même sérénité et de structurer solidement cette équipe. Et on peut saluer donc Kalankongo, qui est lui-même revenu d'Europe, qui s'est mis à la tête de cette équipe dirigeante pour la piloter, pour jusqu'à la phase aller, avant de laisser véritablement une structure solide et repartir chercher les fonds pour financer cette équipe. Voilà. En Ligue 1, on va dire que la 6e journée s'est tout aussi jouée. On va regarder, il y a quelques images de cette rencontre qui a opposé Astre de Douala à UMS de Loum, avec donc au finish la victoire de UMS sur les Astres de Douala. Un but, tout simplement, un tout petit but dans cette partie qui aura permis donc à la formation de UMS de Loum de prendre le dessus sur celle des Astres de Douala. Une équipe de Astres de Douala qui avait mal entamé. On peut d'ailleurs regarder sur cette image ce but. Clément Zeko, appréciation, belle action quand même. De UMS de Loum qui connaît une entame de saison quelque peu difficile, mais qui a réussi à prendre le dessus justement sur l'équipe des Astres de Douala, des Brésiliens de Bepanda sur ce but. Oui, sur une balle arrêtée corner qui est repris au deuxième poteau sur une action précédente qui a permis à UMS de remonter le terrain et on sent un peu qu'il y a une petite lourdeur dans la réaction défensive des Astres de Douala. Allez, on va prendre quelques réactions au sortir de cette rencontre. Tout d'abord, côté Astres de Douala. Quand nous connaissons que ce championnat est rude, il est très rude, il sera vraiment difficile. Là, nous sortons d'une défaite face à une équipe cadre de ce championnat. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à travailler parce que hier on était victorieux, aujourd'hui nous sommes perdants. On reste costaud et on continue à travailler pour les échéances à venir. Cette équipe m'a tout donné dans ce championnat. Maintenant, quand on est face à elle, on a envie de démontrer qu'on a encore grandi. Mais malheureusement, cet après-midi, on se casse le nez.
Bon, c'est le foot. Nous allons continuer à bosser parce qu'il y a encore beaucoup de points à prendre. Il ne faut surtout pas baisser la tête parce que nous connaissons à quel point ce championnat est difficile. Déçu, hein? Ça c'est juste du détail. C'était un bon match dans son ensemble, mais sur une balle arrêtée, on a pris un but et puis on a tout fait pour revenir au score. Ça n'a pas été facile. Bon, on va seulement essayer de corriger ce problème de balle arrêtée, surtout quand c'est contre nous, afin que prochainement qu'on puisse plus prendre des buts de cette manière. Nous sommes à domicile et puis supposés être à domicile. Il était question pour nous de continuer à glaner les points, bon, afin d'être à l'abri de certaines choses, parce que comme je le dis toujours, ça c'est un très mauvais championnat et il faut avoir les points le plus tôt possible. Bon voilà, c'était un jour sans, on peut le dire. Maintenant il faut pouvoir mieux récupérer et afin de mieux rebondir au prochain match. Voilà, réaction Astre de Douala, réaction UMS de Loum victorieux. On regarde le tableau des résultats de cette 6e journée ici en Ligue 1 avec donc ces résultats enregistrés après ces différentes rencontres. Comptant pour la 6e journée ici le tableau des résultats avec donc PWD Avion, un but partout. Colombe qui est tombé devant APGS, un but contre 2. Fauveau qui a été battu par Fortuna. Astre de Douala battu par UMS, on l'a vu, il est sur ces images. La belle surprise qui est venue du côté de Limbé avec New Star qui se présente un véritable adversaire devant Coton Sport de Garoua 1-0, même si c'est sur un penalty. Et bien entendu Union et Dragon, tout comme Yossa et Futio qui ont fait jeu égal, et Renard qui a battu Unisport du Haut-Cap, Unisport qui peine à décoller, et Coton Sport de Garoua qui est tombé devant New Star de Douala Vassilius. Oui, il faut dire que ça a été une journée assez riche, même si elle n'a pas amené trop de chamboulements au niveau du classement. Mais c'est des rencontres qui ont été assez importantes. Il y a New Star qui a pu, n'est-ce pas, enchaîner. Et on constate là que Coton, lors des déplacements, a un peu de mal à faire du résultat. On se souvient qu'à Limbé, c'était un score de parité de 2 buts partout. Là, ils sont tombés. C'était aussi Avion du Cap. Oui. Là aussi, c'était des belles retrouvailles. Donc voilà, je crois que New Star a su relever la tête. On se rend également compte que Stade Rennais se comporte assez bien parce que battre Unisport l'a permis aujourd'hui d'être au devant de la scène. Donc, équipe première de sa poule B, ça augure, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs. Mais on peut s'attarder un peu sur Unisport de Bafang qui a connu des tumultes en début de saison dû au fait que les mêmes problèmes... Qui connaît d'ailleurs toujours ces tumultes de l'année dernière, l'absence d'un président, l'équipe est en train de se reconstruire. Vous avez un œil d'ailleurs sur ce classement. Donc c'est une équipe qui se porte mal, tout comme Eding, parce que même nombre de points, Eding très mal, pourtant une équipe qui a toujours joué les premiers rôles dans le championnat. Certainement, on peut espérer que d'ici la phase retour, c'est les équipes qui seront retrouvées le cap. Mais saluons ici... Et vous parlez de phase retour, il faut préciser que c'est quasiment terminé pour la phase Ali. Oui. Ça a été assez court. Ça a été assez court. Alors, oui, je voudrais, en saluant à Souleymane, l'entraîneur du Stade Rennais, amener les gens du Stade Rennais à comprendre que le championnat qui est en cours est un championnat qui est extrêmement court, intense, où il faut d'abord réussir à engranger les points pour mieux se positionner afin de poursuivre ce qui va être poursuivi. Parce que au tout début, là, le Stade Rennais, à travers ses supporters, a failli faire sortir le staff technique de la ligne qu'elle s'est donnée. Donc il faut laisser à chacun faire son temps. On a annoncé les limogeages qui étaient... Ils avaient mal de sursis il faut faire il y a 3 jours. Il faut faire très attention. Et ils sont maintenant en tête. D'arrêter cette manière de voir. On ne peut pas faire un nul. Je crois que c'est la catastrophe. Je crois qu'aujourd'hui, ils nous ont donné raison. Alors, parce qu'il était déjà à la porte. Mekoni Adaoui, avec l'Union de Douala, comment ça va pour vous? Comment est-ce que vous appréciez vos prestations, l'évolution de l'équipe? Voilà, je pense que avec les objectifs qui nous sont posés par les dirigeants, je crois qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. Je parle des joueurs, je ne parle pas des dirigeants. Forcément, on est avec les chacun dans sa chapelle. Je pense bien que voilà, chacun est conscient de l'enjeu. Comment est-ce que vous vous sentez au sein de cette équipe de l'Union de Douala? Je me sens bien, tout va bien. Je pense que j'ai le respect des dirigeants, que ce soit des dirigeants, que ce soit des coachs, que ce soit même de mes coéquipiers, donc tout va bien.
Alors, fraîchement convoqué chez les U23, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, Lyon indomptable. Voilà, même si forcément la sélection Fagnon est encore à quelques enjambées. Chez les U23, le challenge avec l'entraîneur Rigobert Song-Bahnak. Bon, déjà, voilà, comme tout footballeur, quand même, je pense que le plus important, c'est de défendre les couleurs de son pays. Déjà, être sélectionné, c'est un plaisir. Présélectionné. Présélectionné, voilà, c'est un plaisir, mais voilà, comme vous avez dit, présélectionné. Le but, c'est d'être sélectionné à la fin. Alors, au poste de défenseur central, on imagine que le challenge est énorme. Défenseur central, vous dites, pour vous, c'est quoi vos chances justement à ce niveau? Bon, déjà, ma chance à moi, c'est, je pense que déjà, j'ai d'abord un atout qui est la taille. Je crois que c'est déjà quand même quelque chose. Et j'ai une bonne lecture de jeu. J'essaye quand même aussi de sortir bien les ballons, parce que si c'est que je dis que je sors bien les ballons, c'est trop dire, mais je crois quand même que j'essaye. C'est ce que vous disent vos encadreurs? Ouais. Voilà. On aura l'occasion d'échanger avec les consultants qui vont dire un mot là-dessus. Pour le moment, parlons d'un autre footballeur qui a été au cœur de la polémique pendant quelques temps, il y a de cela quelques années, un footballeur camerounais, sur son âge. Et aujourd'hui, voilà, il en parle avec un peu plus d'aisance. Il a été rencontré par des confrères du côté de l'Italie. On parle du footballeur Joseph Minala. Écoutons-le. L'Italie, c'est un très beau pays. Un pays que j'adore beaucoup et ça se passe bien. C'est un pays qui n'est pas toujours facile, mais avec le temps et tout, le travail et tout, les choses se passent bien. Non, la Série B, c'est un très grand championnat. Je pense que c'est très relevé. On sait que le championnat d'Italie, en général, c'est un championnat très dur, très physique. Et le championnat de Série B, c'est à un très grand niveau. Je pense qu'au-dessus de beaucoup de championnats dans le monde, je pense que la Série B, c'est un très grand niveau de championnat. Mon objectif, c'est essayer d'apprendre tous les jours, de pouvoir m'entraîner aussi dur possible, de pouvoir... je suis à ce moment à la Salernitana et c'est la chose qui compte, pouvoir atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés avec le club. C'est ça le plus important, parce que c'est le présent qui est plus important en ce moment que le futur, après on verra. Mais la chose la plus importante, c'est chercher d'atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés avec mon club de la Salernitana. Vous savez, quand vous venez en Europe et vous dites que vous êtes Camerounais, vous avez l'impression que les gens vous regardent autrement. Et c'est pas grâce à moi, c'est grâce aux légendes qu'on a eues, tels que Samuel Eto'o, Roger Mila, Rigobert Song et j'en passe. Et ça fait plaisir d'être connu dans tous les pays à ce niveau. Et c'est une très belle chose. Une fois que vous avez goûté, vous savez comment dire le maillot de l'équipe nationale, qui est pour moi le plus beau maillot au monde. Mon objectif, c'est de pouvoir intégrer la sélection Fagnon, qui est la première. Et je travaille pour ça et j'espère avoir ma chance. Et je travaille juste pour ça et j'espère avoir ma chance, quoi. C'est juste que c'est ton honneur de porter le brassard dans une équipe, surtout une équipe renommée et comme la Salernitana. Et ça m'a fait plaisir l'autre jour à la sortie du véritable capitaine de mettre le brassard. L'important, c'est qu'à la fin, on a amené la victoire à la maison, qui est la chose la plus importante. Et c'était de pouvoir gagner ce match et on l'a fait avec plaisir, on était tous contents, quoi. La saison dernière, c'est une reconnaissance que le club m'a faite. Parce que je pense que les supporters, ils apprécient beaucoup l'attachement au maillot. Quand je suis sur le terrain, j'essaie de tout donner, j'essaie de tout donner pour moi, pour mes coéquipiers, pour ma famille, pour toutes les personnes qui comptent beaucoup pour moi. Et je pense que c'est le but que j'ai marqué l'année passée contre l'Avellino dans un derby à la dernière minute. Et c'est resté dans leur mémoire. Et je pense que c'est surtout mes prestations sur le terrain qui m'ont valu ce titre l'année dernière.
Joseph Minala, 22 ans, ça veut dire il pourrait encore évoluer dans l'équipe de Rigobert Sambanac. Pourquoi pas, il évolue. Il appartient à la Lazio de Rome, mais prêté cette saison à l'équipe de Salernitana FC. Voilà, c'est la 2e division en Italie. Auteur déjà d'un but. Joseph Minala, né le 24 août 1996, ça fait polémique. Mais pourtant, voilà, il a poursuivi son bonhomme de chemin, Mathieu Nathaniel Ndjok, du côté de l'Italie. Comme lui-même il a dit, hein, je crois qu'il a déjà fait des sélections inférieures, U23. Aujourd'hui, il carbure en Europe et il y a moins que lui qui joue dans des championnats et des divisions beaucoup plus inférieures et dans des championnats de moindre qualité qui sont appelés en équipe nationale senior. Je crois que lorsqu'on voit la qualité de ses buts, qui ne sont pas des buts hasardeux, on sent qu'il a de la maturité aujourd'hui. Je crois qu'il a une place à jouer en équipe nationale senior. Et je crois que la polémique sur son âge... une polémique qui ne l'a pas aidé, malheureusement. Une polémique, justement, qui ne l'a pas aidé. Mais je crois qu'à la vérité, je crois qu'il est jeune. Simplement que il a ce déficit que au concours de beauté, c'est pas ça. Voilà. Clément Zeko, sur ce joueur, vos hégémonies, condamné pratiquement son âge et tout le reste, mais qui continue à y croire. C'est peut-être ça, cette force qui nous impressionne. Oui, en toute chose, sur le footballeur, c'est l'efficacité qui compte en premier. Maintenant, si vous avez 18 ans, vous ne jouez pas comme un enfant de 18 ans, c'est un gâchis. Si vous avez 50 ans, vous jouez comme un enfant de 20 ans, c'est quelque chose de gagné. Bon, maintenant, et puis Nathaniel le disait, peut-être qu'au concours de beauté, il ne sera pas premier, mais dans le football, il trouve sa place. Et on voit que de plus en plus, il se ferait le chemin. C'est très difficile d'être footballeur dans sa condition, simplement parce que tout ce que vous voyez, vous faites, on voit à l'envers. Votre âge vous précède en tout et pour tout. Alors que c'est votre talent, l'efficacité des actions que vous avez menées qui devrait effectivement vous tirer de l'endroit où vous êtes et vous présenter à la face du monde. Malheureusement pour lui, et ça paraît curieux, nous sommes tous africains, de dire que c'est un enfant de 21 ans, 22 ans, oui, ça tire que dans toutes les têtes. Mais est-ce que sur le terrain, il fait ce qu'à cet âge-là, on est en droit de faire? On se rend compte qu'effectivement, jouer en Italie, marquer régulièrement les buts, ça veut dire qu'il n'est pas logé à la dernière enceinte. Donc, véritablement, comme il est fort mentalement pour pouvoir le comprendre, c'est l'essentiel. Et il pourra un jour, pourquoi pas, démentir tout le monde. Vassileuse. Oui, moi, je vais parler du joueur. Lorsque on le voit, on le sent. C'est un joueur qui est bien intégré dans son équipe. D'ailleurs, depuis que il est capitaine justement de cette équipe Salernitana. Oui, une équipe par laquelle est passé Rigobert. Hein. Ah, voilà, c'est bien de le préciser. Donc ce n'est pas une petite équipe du tout. Et puis, il est un joueur cadre de l'équipe. Vous voyez, il procure de la joie, il met de la bonne ambiance, il est adulé. Chaque fois qu'il marque, son entraîneur est satisfait de lui. Donc, partant, n'est-ce pas, sur les bases de statistiques assez simples, il n'est jamais trop tard pour jouer en sélection. Fagnon, on a connu un joueur comme Sega en France qui a joué amateur et il est arrivé au professionnalisme un peu dans le tard, mais à un moment donné, vu son efficacité, on était obligé de l'appeler en équipe de France. Voilà. Donc voilà, moi je dis, si on va s'arrêter sur ses qualités en ce moment sur le terrain et son efficacité et qu'elle puisse être utile dans le temps où il reste efficace, il est indiqué qu'on lui donne une opportunité et puis que derrière, qu'on continue de leçons. Et même chez les U23, puisque là, sur ma fiche, je me rends compte qu'il rentre encore dans cette catégorie. Alors, parlons d'autres choses pour sortir de cette édition. Parole à Mathieu Nathaniel Ndjok et bien sûr à notre jeune Mekoni Chiadaoui, défenseur central de l'Union de Douala, fraîchement convoqué chez les U23. Mathieu, tout d'abord, avec vous, monsieur le Néo, secrétaire général de la Ligue régionale de football du littoral. C'est la bénédiction, je vais arriver là-bas. Ah, pourquoi pas. Alors, comment les premiers pas, comment ça se passe, monsieur le journaliste, secrétaire général de l'association des journalistes sportifs, secrétaire général du syndicat national des journalistes sportifs, aujourd'hui
aujourd'hui donc secrétaire général de la Ligue de football. Voilà, c'est un spécialiste en secrétariat général, ça il faut le dire. Alors, vos premiers pas, comment ça se passe? Il faut dire que je crois que ça se passe très bien, mais ça n'a pas été du tout facile parce que après le retardement de ma nomination de 2 semaines, ça fait que lorsqu'on m'a nommé, je suis entré de plein pied dans la préparation de l'ouverture du championnat. Je n'ai pas eu le temps d'implémenter, de mettre en place mon administration et d'implémenter un peu l'organisation de mon travail. Et ça m'a valu un peu quelques petites erreurs, notamment, mais qui sont vite corrigées, qui ne sont pas aussi dramatiques que ça, même si certains ont voulu amplifier. Je parle notamment de la programmation du match, de 2 matchs au stade du centre d'accueil qui ne se sont pas joués. C'était tout simplement des incompréhensions entre la Ligue et le directeur du centre et le principe qui fonctionne à la Ligue régionale de football, c'est-à-dire que c'est les clubs, certains clubs se sont attribués certains stades comme stade d'accueil et donc mettre ces stades à la disposition de la Ligue lorsque eux ils jouent sur ce stade-là, et en ce moment on peut programmer 2 autres matchs. Et c'était le cas pour Botafogo qui était programmé le même jour et on a programmé d'autres matchs. Malheureusement, Botafogo a désisté et puis les dirigeants... Un imbroglio en tout cas vite arrangé. Un imbroglio très vite arrangé. Le match s'est joué aujourd'hui. Nous sommes en phase de préliminaire de la Coupe du Cameroun. Ça se déroule bien et on entame la 2e phase demain. Je crois que tout le monde est satisfait sur le plan de l'éthique que nous sommes en train d'implémenter et de l'intégrité. Tout le monde salue. On joue la carte de la transparence et on a la fluidité dans la communication. Tous les présidents du club, tous les acteurs à quelque niveau que ce soit, vous diront que nous, sur le plan de la communication, on est très fluide et chacun est up-to-date sur le plan de l'information. Les arbitres sont très satisfaits et bientôt nous allons lancer le football féminin. Nous sommes en train de travailler avec la commission du football féminin parce qu'il ne faut pas simplement voir le football masculin. Aujourd'hui, il faut développer le football féminin et surtout à la base et dans notre région qui est un vivier et un rame de lancement en la matière. Donc voilà, sur ce plan-là, nous sommes entièrement satisfaits. Et nous avons un retour satisfaisant, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous allons encore doubler des efforts pour que ce soit véritablement meilleur et implémentons véritablement la vraie vision. Parce que l'autre jour encore, avant-hier, lorsque le bureau exécutif de la Ligue a été reçu en audience chez le gouverneur, l'instruction qu'on leur a donnée, on a trop écouté qu'il y avait des crises, de tripatouillage, qu'il y avait trop de tripatouillage dans le football, dans la Ligue régionale. Ils souhaitent que cela se termine, et que véritablement les meilleurs gagnent sur le terrain. On termine avec le jeune Mekoni Adaoui. Alors, votre idole à ce poste de défenseur central, c'est qui? Nicolas Nkolo. Voilà, il faut ressembler justement à Nicolas Nkolo. Nous vous souhaitons aussi bon vent, Mekoni Adaoui, surtout que vous puissiez être retenu chez les U23, puisque vous êtes présélectionné, on le précise bien. Merci d'avoir... Moi, je suis bluffé par sa jeunesse. Hein. Il n'y a qu'à l'époque des Vassilius qu'on voyait des jeunes comme ça en équipe nationale et des Léayoum, qu'on voyait des jeunes à 15 ans en équipe nationale. Je suis content de savoir que l'Union travaille à donner la chance aux jeunes et je suis content qu'un jeune comme ça ait tapé dans l'œil des parce qu'à une époque, il faut l'avouer, il y a encore 10 ans, on faisait du tripatouillage sur les âges pour avoir des équipes. Aujourd'hui, c'est bien qu'on ait vraiment des enfants qui ont moins que l'âge qu'on veut et ça veut dire qu'on a un vivier. Maintenant, il faut simplement qu'on organise bien notre football et on va en profiter. C'est bien qu'il ait pour idole Nicolas Nkolo, qui a été détecté plus jeune que lui, autour de 13 ans. Si vous voulez devenir Nicolas Nkolo, approchez-vous de moi. Voilà qui est dit. Merci à vous, messieurs, d'avoir honoré cette invitation. Merci à vous qui nous avez regardé à la maison. Merci à Emos Fongo et à toutes ces équipes des différentes régions. On pense en tout cas pour les plus proches à Raphaël Dipanda, Farel Bounia et à tout le reste. Madame, monsieur, rendez-vous est pris vendredi prochain pour notre numéro d'Horizon Sport. Très bonne suite, très bon week-end, très bonne semaine. Au revoir.